Bonjour Tony Crosetta. Salut Marc. Alors on est en direct du Kenya, on est en direct de Melting Pot, ton agence Bouge pas. de voyage pour aller photographier les animaux dans la réserve Du de Masai Mara. Masai Mara. Et on voit derrière l'arbre Ouais. de ton habitation, Ouais. c'est génial. En fait, j'habite dans un arbre. Je suis à 5 mètres de haut. Cet arbre, c'est un elephant pepper tree. Donc, en fait, il produit des fruits une fois par an et c'est très apprécié des éléphants. Donc, il y a une période où les éléphants viennent juste en dessous de la cabane. Et c'est très sympa parce que je suis à 5 mètres 10 exactement de haut et je peux les voir du top. Et c'est absolument unique et privilégié d'observer la faune qui vient, en fait, celle qui vient dans le camp, et ça, c'est génial, quoi. Je vois que sur ta gauche, il y a une petite fenêtre là. Tu peux nous montrer Oui, ce si qu'on tu voit veux. chez toi? Alors, attends, je vais déconnecter Ouais, et je vais te montrer ma vue. Enfin, je vais te faire le tour du propriétaire. J'espère que ça va aller parce que tu sais, la connexion est pas très bonne. génial, Donc, génial. voilà, Mais pour je sais ce, pas si tu vois là. ouais, on voit, ouais, Tu vois ouais, bien? ouais, ouais. Bon, tu vois, ça, c'est la rivière Mara. Donc, de ce D'accord. côté-là, je vous donne sur la Mara. Je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est un grand angle, il y a des hippos ici. Donc, si vous voulez faire une thèse Tâche d'or. sur le comportement des hippos, c'est ici ou jamais. Alors, il fait pas très beau, hein, c'est un peu dommage. Et tu vois, depuis la plage, là, régulièrement, bah, c'est à peu près l'heure. On peut avoir des éléphants ou des girafes qui viennent traverser et qui vont sur l'autre rive. Voilà, ça, c'est chez moi. Voilà l'arbre exactement. Bon, regardez pas le bordel, parce que c'est un homme seul. On mange pas grand-chose. Et voilà, de l'autre côté, au fond, là-bas, c'est le Masai Mara. Voilà, puis avec le camp, les installations qui sont ici. Bon, je sais pas si vous pouvez voir très bien, mais voilà. Est-ce que c'est... Vous avez vu, ça passe, ça? Ouais, ouais, ça s'est passé. Ouais, Il n'y a pas une bonne définition, mais bon, voilà, c'est pour se rendre compte un petit peu. Ça d'accord. donne une petite idée. Attends, je recharge le truc. C'est bon, ok. Voilà, donc Tony, on se connaît depuis super longtemps, bien avant que tu montes ton agence. Il y Ouais, a- ben avant même d'être peut-être même photographe, je commençais je sais pas si tu te souviens, je crois que c'est à Villemont, là. Ouais, ouais, voilà. Je Quand me j'ai créé mon souviens, donc tu vois, ça fait quelques années quand même. Voilà. Ça fait au moins 25 ans, je pense, que j'étais venu te voir dans tes locaux. Ouais, ouais, j'avais monté ma boîte. Bah, j'ai monté, maintenant ça fait 31 ans. Donc, ouais, ça doit être à peu près ça. Ouais, ouais. Ouais, donc on se connaît depuis super longtemps et je suis vraiment content de cette rencontre et que tu aies monté ton entreprise et que ça marche très, très bien parce que les gens t'apprécient énormément. Maintenant, beaucoup de personnes vont en Afrique pour aller faire des photos avec Tony. Voilà, donc c'est génial et c'est fantastique que tu réussis aussi bien. Je voulais donc pour venir te voir, il faut aller sur ton site qui s'appelle Melting Pot Safari. Pot Safari. Donc, voilà, la société s'appelle Melting Pot Safari. Je crois que maintenant, il y a beaucoup de gens qui la connaissent. Sinon, en tapant Tony Crosetta, on la trouve assez facilement. Et disons, c'est une structure qui est faite pour les photographes exigeants. En fait, avec un ami kenyan, on a créé la structure que j'avais jamais trouvée quand j'étais un jeune photographe, même si je me débrouillais un peu toujours tout seul. Mais je voulais, voilà, je voulais des installations, un endroit au cœur du Masai Mara. Et à l'époque, ça n'existait pas. Il y avait des grands lodges un peu impersonnels ou des toutes petites structures qui étaient mal adaptées. Et du coup, on a créé bon, je vais pas dire que c'est un concept, hein, on n'a rien inventé, mais voilà, on a créé un outil pour permettre aux photographes les plus exigeants. Alors, on a des professionnels qui viennent évidemment, on a des cinéastes, on a des vidéastes, des gens qui font des films, et surtout beaucoup de photographes amateurs, hein, c'est la grande majorité. C'est une entreprise pour francophones,
Donc il y a des Belges, des Suisses, des, des Français évidemment, des Québécois, des Andorrans, tous les expatriés de toute l'Afrique et d'ailleurs qui viennent, et c'est à 100% francophone. Voilà, c'était aussi une des idées du départ, et je pense que c'est des vecteurs de la réussite de l'entreprise, c'est que voilà, les gens se sentent comme en famille, c'est très Frenchy, et voilà, la moitié du personnel parle français, et voilà, c'est un endroit, c'est un espèce de un endroit un peu comme Astérix Obélix, voilà, mais Frenchy, voilà, au cœur du Kenya. D'accord, super. Donc, pour te rencontrer en France, de temps en temps, tu viens en France, là, normalement, tu aurais dû venir à Montier, mais À Montier, ouais. tu viens souvent en France, je crois, hein. On peut te rencontrer à quelle occasion? Bah écoute, en fait, si tu veux, globalement, je passe ici, je suis résident kényan, donc pour avoir le statut de résident, je dois passer 6 mois et un jour ici au minimum. Je fais aussi d'autres voyages à d'autres endroits en Afrique australe, hein, j'en fais à peu près 3 ou 4 par an, et donc il me reste à peu près 3 mois et demi dans l'année où je suis en région parisienne, à Drancy très précisément, et où évidemment, je profite de ma famille à ce moment-là. Mais je cours aussi évidemment les festivals, les expositions. Il y a l'incontournable de Montier, évidemment, que je n'ai jamais manqué depuis, je crois que ça fait 23, 24 ans, je ne sais plus exactement. J'ai jamais manqué une édition. Bon, cette année, j'y serai du coup un peu de façon virtuelle. Et voilà, ça c'est vraiment l'incontournable. Et puis, bah, disons que Paris, c'est plutôt pour voilà, rencontrer effectivement des gens, des clients, écrire pour toute mon activité, parce que je fais des livres aussi. J'ai quand même, je suis encore un peu photographe, hein, même si aujourd'hui je suis plutôt comment dire, un organisateur de safari. Et donc voilà, on peut me rencontrer. Il suffit de m'appeler. Tu sais que c'est toujours facile. Il suffit de me téléphoner ou de me contacter par toutes les messageries, les WhatsApp, les Messenger, tout ce qu'on veut. Et je suis toujours très, très disponible. Ok. Tu utilises quoi comme matériel? Canon, je crois. Ah, moi, c'est Canon inconditionnel depuis absolument toujours, hein. J'ai récupéré un antique Canon AE1, voici, c'était en 1982, si ma mémoire est bonne, et j'ai toujours été Canon. Bon, et voilà, donc aujourd'hui, je travaille avec les boîtiers professionnels encore en réflexe aujourd'hui, même si aujourd'hui on est à l'ère de l'hybride, hein, qui arrive à grands pas. Mais si tu veux, comme j'ai un projet de livre très ambitieux, et j'ai toujours travaillé j'ai toujours travaillé en réflexe. C'est pas le moment de changer. C'était pas voilà 1 an de la sortie du bouquin. Donc je continue je travaille principalement avec un Neo 5DX Mark III, puis d'autres boîtiers. Enfin j'ai un 6D, un 5D Mark IV, un Neo 5DX, et je travaille beaucoup au 402 bits aujourd'hui. Hein, pendant très longtemps, je travaille au 500 f4, qui a été. J'ai fait toute ma carrière avec cette optique-là. Et aujourd'hui, je me suis un petit peu ravisé. Je suis passé au 402 hein, pour l'ouverture, le bokeh, le piqué, la légèreté. Et voilà, donc j'ai changé un petit peu mon fusil d'eau. Peut-être que je vieillis aussi, j'en ai marre aussi de trimballer du matériel à Johannesburg, au Botswana et ailleurs. Donc j'essaie de voyager un petit peu plus léger, même si le matériel reste toujours très lourd, quoi. Et je travaille avec un 70-200, un 302.8, hein, puis les optiques du genre 17-40, hein, qui fonctionnent très bien, et puis avec 2 ou 3 boîtiers. Et les convertisseurs 1.4 et doubleurs, voilà, très précisément. C'est pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se demander si tu n'es pas trop impacté par le virus, le Covid. Moins de Alors, visiteurs. Alors évidemment, c'est une catastrophe, hein, pour une entreprise qui vend du voyage, hein. Enfin, c'est vraiment pas une catastrophe pour nous parce qu'on a les clients nous font confiance. Donc en fait, ils n'ont pas annulé globalement. Il y a 95% des gens qui reportent. Alors, il y a des gens qui ont reporté entre mi-mars et fin août. Ouais, fin août, on avait tout annulé. On a rouvert en août quand on a su que c'était à nouveau possible. Et à nouveau, on est encore confiné. Donc, il y a des gens qui ont reporté pendant ce confinement et qui restent un peu sur le carreau. Pour autant, ils continuent de nous faire confiance et on est en train de remplir notre grille de planning 2021 à la vitesse grand V. Mais le problème, c'est vraiment pour les gens ici parce que chez nous, enfin en France, on est quand même, il y a des aides d'État, il y a beaucoup de choses qui font que les gens peuvent continuer
à vivre à peu près normalement, même s'ils n'ont pas toujours les salaires à 100%. Ici, il n'y a rien. Ici, il y a pas de chômage partiel, il n'y a pas de chômage tout court, il n'y a personne qui peut aider, si ce n'est les entreprises. Alors nous, évidemment, on emploie une quarantaine de personnes ici, donc on met un point d'honneur à leur donner une partie du salaire, enfin ce que la société peut donner. Mais évidemment, on est très impacté. Globalement, si on fait le bilan de cette année, à la fin de l'année, on aura travaillé 6 mois sur les 12 mois. Donc, évidemment, c'est compliqué. Pour autant, la trésorerie est quand même solide et on envisage l'avenir avec sérénité. Faut pas que ça dure encore 6 ou 8 mois parce que là, effectivement, là, on aurait la tête sous l'eau et ça serait plus possible. Mais avec des perspectives de repartir en janvier, février, mars, éventuellement avril au plus tard, on s'en sortira sans aucun souci. Ok, bon, ben, on va passer aux photos. Alors, qu'est-ce que tu as choisi? Je suis curieux. vous voyez quelques photos hier, donc j'en ai choisi quelques-unes que je vais présenter. J'en ai une trentaine à peu près. Voilà, alors, on va faire le partage Que je d'écran. sois concis et que je fasse preuve Non, non, d'esprit de synthèse, sinon on est encore là dans 2 heures. non, pas 2 heures, mais on a le temps. Hein. Tu vois l'image? Pas encore, non. Tu sais, là, ça... Oui, alors je la vois bien, ouais, ok. Alors ça, c'est une femelle léopard. Comment elle s'appelait déjà? C'était Calista. Calista, pour ceux qui connaissent mon travail, c'est la maman de Romy. Romy, peut-être que je ne sais pas si tu as choisi les photos après. Romy, c'est une femelle léopard qui vadrouille dans le quartier, autour du camp, un peu partout. En ce moment, elle est de l'autre côté de la rivière, donc je la vois un peu moins depuis quelques temps. Et j'ai un karma particulier avec cette femelle, et elle me regarde dans les yeux très souvent, et je sens qu'il y a quelque chose. Alors, les gens vont peut-être dire que l'Afrique m'a tapé sur la tête, mais je suis en mesure de montrer les images, de l'expliquer. Donc, dans le prochain livre qui sortira, je parlerai beaucoup, ça sera un fil rouge, hein, Romy et puis d'autres animaux charismatiques. Et cette femelle-là, donc c'était sa maman. Alors, j'ai connu l'arrière-grand-mère de Romy, je ne sais pas si tu as choisi les photos. Et cette femelle, elle était là où vit Romy aujourd'hui, là, elle était très tranquille et malheureusement, elle sera tuée par 2 babouins. Les babouins, c'est vraiment des animaux très dangereux. Et alors moi, j'étais pas là, mais j'ai su ça qu'elle avait été tuée par deux babouins. Et quand une femelle disparaît, enfin une mère léopard disparaît, en fait, les femelles viennent sur le territoire pour récupérer. Voilà. Les mâles sont erratiques. Et donc voilà, c'est une photo qui avait été prise quelques mois avant la mort de Calista. Et donc elle a quelque chose une belle lumière. Et puis voilà, c'est le léopard apaisé qui sait très bien que le photographe est là, la voiture est là. Hein. Les animaux n'ont pas peur des véhicules dans le Masai Mara. Hein. Le Masai Mara, enfin le Kenya est l'inventeur du safari photo, et ça fait 60 ans que les véhicules tournent dans le Masai Mara, donc les animaux sont vraiment imprégnés. Donc c'est quand même un endroit très facile pour photographier. C'est beaucoup plus facile. Hein. Moi, je suis très respectueux des gens, comme je regardais Michel Doutremont, enfin, et les gens qui font comme ça un travail très difficile là où les animaux sont un peu souvent chassés et parfois en panique. Hein. Donc, il faut ruser beaucoup. Au Kenya, en fait, il faut se démarquer justement parce que c'est facile de faire des images et il faut essayer de faire des images un peu qui sortent du lot. Et voilà, avec un sujet comme ça, évidemment, c'est pas compliqué. Alors là, la grande migration. Alors ça, c'est une image qui a été faite très près d'ici, hein, parce que je donne sur l'horizon est. Et quand on part le matin en safari, la première chose qu'on voit, on est en contrebas d'une petite colline, et on a toujours évidemment le soleil qui se lève. Alors on n'a pas toujours des ciels, des ciels de cette qualité-là. Alors, ils virent du jaune au rouge, à l'orange. Enfin, on a toute la palette. Et évidemment, c'est le moment de la migration des gnous. Et cette photo, elle est bon, c'était dans le travail, un travail sur un sujet sur la migration. Donc cette grande transhumance
transhumances, des gnous, hein, c'est une des plus grandes transhumances de grands mammifères qui se déplacent. En fait, c'est une perpétuelle errance. Et voilà, j'aime beaucoup cette image, même si le soleil était très brillant. Hein, j'ai pas pu il n'y avait pas de couche atmosphérique qui l'aurait rendu un peu plus jaune, qui aurait été plus sympa. Mais voilà, c'est représentatif de ce qu'on peut voir juste en sortant le matin à 6 heures du matin. C'est les premières images qu'on peut faire du lever de soleil. Voilà, bon, on est dans la même veine exactement, hein, ok. Alors évidemment, ouais, cette colline, elle est toujours là, c'est toujours la même, mais en fait, chaque jour, le spectacle est différent. On a toute la palette des animaux, des grands animaux charismatiques africains qui sont là, et il suffit juste de se positionner au bon endroit et d'attendre. Alors c'est pas comme ça tous les jours, évidemment, hein, mais il y a des moments, il y a des petits moments magiques où comment dire, une espèce de communion entre la nature, la lumière et le règne animal. Et c'est assez extraordinaire. Ça fait, moi, 30 ans maintenant que je connais le Masai Mara. Je ne me lasse absolument pas, ni de ce type d'image, des safaris. Et chaque jour, les safaris, j'en ai fait des centaines, des milliers, il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. C'est ça qui est magique. Et on ne sait jamais quand on part sur quel sujet on va tomber. Ok, alors ça c'est une image qui a été faite il y a quelques années au lac Nakuru. Lac Nakuru, là on a toujours tendance à penser que les hyènes, hein, qui sont on les estime charognards, mais en fait ce sont des animaux extrêmement... Ah. Tony, je t'entends plus. Allô? intelligents, sociaux qui fonctionnent très bien. Il y en a même trop dans Masai Mara maintenant, une espèce de déséquilibre. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends là. Ça a coupé un petit peu, Ok, mais ouais, c'est parce que tu sais, tout le monde m'appelle. Si tu veux, je centralise les appels pour plein de choses pour le camp. J'ai les prévenus de pas m'embêter pendant quelques temps, mais il y a aussi les chauffeurs qui sont en safari. Donc voilà, c'est une scène de prédation où les hyènes courent après, foncent en fait dans les colonies de flamands et capturent évidemment les animaux qui peuvent pas s'envoler, donc les blessés, les estropiés, ceux qui sont malades. Et en fait, ils ont un rôle d'équilibre, voilà, où ils éliminent les animaux qui sont mourants, voilà, et voilà. Donc c'est un prédateur, et j'aime cette image, même si elle est violente. Hein, il y a du sang, c'est rouge, et encore c'est un peu une image édulcorée parce que je sais qu'il y a peut-être des enfants qui vont regarder. Il y a plus terrible que ça, mais ça fait partie de la nature. On peut pas censurer, on peut pas le monde sauvage, c'est à la fois la tendresse, l'amour maternel et puis la violence. J'ai même vu des scènes de viol avec des servales pas plus tard qu'hier, et c'est poignant. Donc tout ça, c'est l'Afrique et c'est le monde sauvage. On n'a pas le droit de juger. C'est un équilibre qui fonctionne comme ça depuis la nuit des temps, et ça marchait très bien jusqu'à avant que l'homme blanc arrive ici avec ses armes à feu. Voilà, et ça a tout chamboulé. Pour en parler si tu veux. ouais. Ok. Alors ça, c'est une image. Je ne sais pas si tu as connu cette histoire. J'étais dans le Masai Mara et puis je devais accompagner un groupe, je crois, en Afrique du Sud, au Botswana. Je pars du Masai Mara et j'arrive à Johannesburg 24 heures avant les clients. Et je suis dans la chambre d'hôtel, je me repose, je regarde un petit peu sur les réseaux sociaux. Puis d'un seul coup, je vois cet animal qui en fait un zèbre à pois. Hein, c'est une anomalie peau, c'est même pas du mélanisme, hein, c'est une anomalie. Et donc, évidemment, j'enrage parce que les gens sont en train de photographier un jeune zèbre qui vient de naître et qui a poids comme ça. Donc, c'est très insolite. Hein. Il n'y en a eu que 2 ou 3 dans l'histoire, en tout cas connue. Et je ronge mon frein pendant une dizaine de jours en me disant, est-ce que quand je vais revenir, donc je reprends un vol Johannesburg-Nairobi, est-ce qu'il sera toujours là? Et donc, j'ai pris mes dispositions. Dès que je suis revenu à Nairobi, je suis revenu directement ici, et j'ai couvert le sujet pendant 3 jours. Alors évidemment, il faut le trouver. Hein, c'est pas, il y a 1510 km² de Masai Mara. Et donc, j'ai pris un demi-heure guide, évidemment, et on l'a cherché. Sur les 3 jours, on l'a vu 2 fois. Et en fait, je l'ai vu
bon, je peux m'étendre un peu plus évidemment, mais on va y passer. J'y passerai une journée. Et on l'a vu disparaître. Quand il est parti, il a traversé dans sa transhumance, il a traversé la Sand River qui marque la frontière entre le Masai Mara et le Serengeti, mais si tu veux entre le Kenya et la Tanzanie. Et depuis qu'il a disparu, je l'ai vu disparaître comme un petit point insignifiant sur l'horizon. Et depuis, je n'ai plus aucune nouvelle. Personne ne l'a jamais revu. Donc j'espère toujours. Donc c'est une très belle histoire à raconter. J'espère toujours, voilà, qu'il arpente toujours les plaines du Serengeti et peut-être un jour dans la transhumance des zèbres, il reviendra. Alors il s'appelait Tira parce qu'il y a un guide qui s'appelait Anthony Tira que je connais bien, qui l'a vu le premier, qui l'a photographié. Et donc c'est devenu une légende. La planète entière en a parlé. Hein. Les Américains venaient spécialement pour voir ce bébé zèbre. Et évidemment, bon, je dois avoir 200-300 images de cet animal un peu insolite. Hein. C'est un sujet qui s'est bien vendu d'ailleurs dans la presse enfant et dans la presse en général. Enfin, un sujet en photo plutôt. Et voilà, je suis juste arrivé un petit peu tard parce que je suis arrivé un petit peu après le train. C'est-à-dire, je suis arrivé une quinzaine de jours en gros après sa naissance. Et donc, c'était un petit peu tard pour, même si c'est un sujet intemporel, il avait déjà été un petit peu usé dans certains magazines parce que dans les réseaux sociaux, évidemment, il a été vu partout. Mais en dehors de l'aspect photographique, c'était une très très belle rencontre et voilà, il y avait un petit peu d'émotion de voir quand même une bizarrerie de la nature et puis un être à la fois fragile. Sur la photo, les autres zèbres venaient le voir parce qu'ils voyaient bien que c'est un zèbre, mais il est quand même un peu bizarre celui-là. Et c'était un grand moment d'un photographe animalier. C'est un des animaux les plus étranges que j'ai pu photographier dans ma carrière de photographe. Alors ça, je ne sais pas si j'ai bien fait de te l'envoyer. C'est les moments terribles, c'est-à-dire dans la transhumance évidemment des zèbres et des gnous, il y a des prédateurs. Il y a un moment donné, donc en fait c'est une perpétuelle errance, hein, comme je te l'ai dit. Et donc à un moment donné, il faut traverser la rivière Mara, qui est une rivière qui est à la fois très large et qui peut être très tumultueuse. Et puis malheureusement, il faut payer sa dîme, hein, les troupeaux payent la dîme. Et donc voilà, ce zèbre, alors c'est terrible parce que il a aucune chance, quoi. Il a aucune chance. Alors, il faut comprendre qu'il y a 200, 300, 400 zèbres qui passent, qui étaient passés cette fois-ci. Il y en a peut-être 7 ou 8 qui ont été capturés. Et c'est terrible parce que l'animal ne peut strictement rien faire. C'est au début de la migration, les crocodiles sont affamés. Donc, dans le Marais, il y a les plus grands crocodiles d'Afrique, hein, le crocodile du Nil. Il y en a qui avoisinent les 5 mètres. C'est quand même des bêtes assez impressionnantes. Et quelques minutes après, il était taillé en charpie, il était consommé, il restait plus rien du zèbre. Donc ça va très très vite, quoi. Mais ça fait partie, on peut pas évincer ça. C'est dur évidemment parce qu'on réagit de ça comme de la façon d'un être humain, on juge ça, mais dans la nature, c'est un équilibre. S'il n'y a pas de prédateurs et de fossoyeurs, la nature ne fonctionnerait pas. Il y aurait des épidémies, les animaux qui mourraient. Ça provoquerait des maladies. Donc en fait, les prédateurs sont nécessaires aussi pour l'espèce zèbre. Alors cette image-là, c'est un jeune aigle martial qui venait de capturer un varan du Nil. Un varan du Nil qui devait faire à peu près, je pense, 50 centimètres. Et voilà. Et à un moment donné, il essaye de le tuer. D'accord. Donc je me rapproche tout doucement, tout doucement. Il essaie de le tuer, mais comment dire, le varan évidemment se débat. Et comme on voit, c'est un jeune c'est un jeune aigle qui est un peu immature. Il l'avait pas bien capturé, donc à un moment donné, il s'envole pour l'amener plus loin. Et tant mieux pour le varan. Le varan tombe à ce moment-là et puis part sans demander son reste. Et donc, il a eu la vie sauve. Il était un petit peu blessé, on l'a regardé un petit peu. Il a eu la vie sauve. Donc voilà, ce qui est étonnant, c'est d'avoir fait cette image où je pensais voir l'aigle s'envoler avec sa proie. Et en fait, au moment précis, à un moment donné, bon, ça c'est l'avantage des rafales rapides des boîtiers réflexes aujourd'hui. Voilà, on a pu saisir cet instant un peu particulier de la vie sauve d'un gros lézard qu'on appelle le varan du Nil.
c'est un peu la même. Ok. Bon, on est là, je vais pas revenir sur là, on est dans la même veine que tout à l'heure. Alors, il faut savoir que les crocodiles choisissent plus volontiers les petits. C'est plus facile à capturer. Et celui-là aura la vie sauve, hein. Il a l'air d'être en mauvaise posture, mais en fait, je sais pas si tu as choisi les autres photos. En fait, il va se sortir de ce mauvais pas sans aucune blessure et sans danger. Alors que je sais pas si tu vois, mais ça grouille. Je sais pas si tu vois la souris, mais ça grouille de crocodiles tout autour là qui demandaient qu'elle dévorait. Mais celui-là s'en est bien sorti. Alors je te parlais tout à l'heure de Romy. Donc tout à l'heure tu as vu Calista, qui était la maman de cette belle léoparde. Et ce léopard-là, je l'ai vu 100 fois voilà, j'espère toujours l'avoir encore une fois. Et à chaque fois, il se passe vraiment quelque chose, hein. Il y a des gens qui ne me croyaient pas, qui sont venus avec moi. Il y avait plein de voitures autour. Et non, elle me regarde. Il y a une espèce de communion. Je ne sais pas comment l'expliquer. Alors, je l'ai beaucoup écrit. Alors, je ne vais pas trop dévoiler les choses parce que ça sera dans mon prochain livre. Mais c'est vraiment. Allez, je ne vais pas dire que je suis amoureux d'elle, mais on n'en est pas loin parce que c'est vraiment une panthère qui est extraordinaire, qui est une très bonne chasseuse. Et puis évidemment que j'ai côtoyé, ça va faire maintenant 8 à 9 ans que je la côtoie. Je l'ai vue petite et je la vois grandir. Elle est en fin de carrière. Un léopard, ça vit 11, 12, grand maximum 13 ans, mais plutôt 11, 12. Et là, elle doit avoir à peu près 10 ans, 10 ans, 11 ans. Donc je le vois quand je fais des portraits en gros plan. Elle a le cristallin des yeux qui commence à s'abîmer un petit peu. Elle a vieilli, évidemment, mais elle est toujours magnifique. Et elle a quelque chose de une grâce naturelle que tous les léopards n'ont pas. Voilà. Je sais pas, je pense que vous pouvez tous d'ailleurs en juger. Et c'est vraiment une bête extraordinaire, hein. C'est vraiment le Graal. Voilà. Donc ça, c'est le serval qui bulotte, hein. Ceux qui connaissent la faune française avec les renards, c'est exactement la même chose. La difficulté c'est que eux, ils vivent, ils chassent dans de la savane avec des hautes herbes à grabiner, et c'est jamais très facile de les capturer, notamment comme ça au vol, parce qu'en fait, évidemment, ils sautent sur des rongeurs, et c'est un animal qui est extraordinaire. C'est-à-dire que quand il est dans les herbes comme ça, il ne voit pas la proie, il la voit pas, mais avec les oreilles, il fait de la triangulation et il écoute. Et il est capable de repérer. C'est vraiment incroyable. Il faut voir l'animal chasser pour comprendre. C'est vraiment à l'oreille. Et les renards font un peu ça aussi d'ailleurs, hein, quand ils chassent dans la neige. Et ils font des sauts prodigieux. Et en fait, ils tombent, c'est imparable, hein, ils tombent du haut sur la proie, qui sont souvent des petits rongeurs, des petits rats, des oiseaux, des insectes, des grenouilles. Et c'est un animal extraordinaire. Et en ce moment, il y en a vraiment beaucoup. On en voit tous les jours, alors qu'il y a des années, on n'en voit pas. J'en ai vu 5 hier. Et régulièrement, les clients qui sont ici, enfin les safaristes, en voient 1 ou 2 par jour. C'est vraiment l'année des sarbales. Alors encore Romy, voilà, encore Romy qui me regarde tout le temps. Ça c'était en juin dernier, enfin juin de l'année dernière, et c'est pareil. J'avais invité des photographes et ils ont vraiment saisi. Il y avait beaucoup de voitures et il se passe quelque chose. Alors encore une fois, c'est les gens vont peut-être me prendre pour un illuminé. Mais je pense qu'il y a des connexions, il y a des choses qu'on n'explique pas entre des êtres vivants. Je pense qu'il peut y avoir des choses. Alors, je suis plutôt très cartésien, mais en tout cas pour ce qui concerne Romy, et c'est la seule avec de tous les animaux que j'ai connus avec qui j'ai eu ce karma, quoi. Vraiment, je pense peut-être que tu la reverras. Je l'ai mis beaucoup parce que c'est vraiment un animal qui me tient à cœur, et en plus qui est très graphique, hein. C'est facile de faire des belles photos avec un animal comme ça. C'est quand même pas très compliqué. Et voilà. Donc le jour où elle disparaîtra, le Masai Mara sera plus jamais le même. Voilà. Alors là, on est à Kouai au Botswana. Donc là, c'est un travail c'est un endroit, donc la rivière Kouai, hein, comme le film. C'est un travail sur à la fois le mouvement lent et la lumière. Donc évidemment, c'est très tard le soir, le soleil vient juste de se coucher et il y a des reflets comme ça un peu violets et orangés. Et l'idée, c'est de choisir des vitesses lentes, enfin, mi-lentes, mi-rapides, de façon à ce qu'on ait des parties nettes comme les oreilles ou l'éléphant. Et puis cette espèce de tornade d'eau
Hein, je me rappelle plus de la vitesse d'obturation précisément. Voilà, pour montrer des choses qui sont éphémères. Et voilà, donc je dis dans le livre en fait que le soir au couchant, alors évidemment je dis de façon beaucoup plus poétique, que les éléphants façonnent des objets de comment on dit, de cristal avec des belles lumières. Voilà. Alors je ne dévoile pas tout, je ne veux pas trop dire des choses, mais voilà, c'est une image que j'aime beaucoup et qu'on peut faire le soir. On ne la fait pas tous les jours, la lumière n'est pas toujours la même. Là. Alors ça, c'est un grand moment de ma carrière de photographe. Hein. Le premier parc que j'ai fait c'était en 87-88, c'était un parc, c'était dans l'ex-Zaïre, à Kaouzi-Biega. J'avais été voir les gorilles de montagne, qui en fait étaient des gorilles de semi-montagne, c'était des gorilles de plaine qui vivaient en montagne. Et je suis allé retourner les voir 25-26 ans après. Et donc là, je suis en Ouganda. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que ça peut ressembler à toutes les forêts du monde. Et à un moment donné, il y a un animal qui est comme ça, qui est humanoïde et qui te regarde dans les yeux. Et ça, c'est une baffe dans la gueule incroyable parce qu'ils sont vraiment d'une part attachants, ils sont accueillants, ils sont pas du tout agressifs. Alors évidemment, c'est des animaux habitués, hein, les vrais animaux sauvages ne se laisseraient pas approcher comme ça. Ils ont été imprégnés pour les besoins du tourisme et bien leur en a fait puisque évidemment, à l'époque où j'avais été voir les gorilles au moment de Dian Fossey, de la mort de Dian Fossey quand elle avait été assassinée, il devait rester 400 ou 500 gorilles. Aujourd'hui, on doit être à 1100, je crois, dans toute la chaîne des Virunga. Donc, il y a 3 pays, hein, le Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Et la population, c'est quand même rare. Et c'est une petite prouesse aujourd'hui dans le monde de voir une population d'animaux en extension. Malgré tout, il reste très fragile parce que, notamment dans le Congo, il y a toujours des guerres, des guerres larvées. Il y a toujours des armes à feu qui circulent et il y a toujours des animaux qui se font tuer. Mais globalement, la population est en bonne santé et c'est une des plus grosses émotions que j'ai pu rencontrer quand on approche des animaux. J'ai même pleuré, hein, je le dis sans honte. La dernière fois, c'était en Ouganda dans une autre forêt. On n'a pas été voir les gorilles de montagne. Ce sont les gorilles de montagne qui nous ont acceptés on était au milieu de la famille, les petits qui jouaient, qui nous touchaient. Enfin, on n'a pas le droit de se laisser toucher, mais bon, c'est compliqué de dire non à un gorille. Et c'est vraiment un animal extraordinaire. Ça, les gens doivent aller en Afrique une fois, c'est là qu'il faut aller parce que on n'en sortira pas indemne. Je peux vous l'assurer. Alors, on est dans le même ordre d'idées. Là, on est à Bwindi, là aussi. Et cet animal, alors, j'ai écrit des choses sur lui parce que, vous voyez, les yeux rouges, je sais pas, j'ai rien trafiqué, ce sont ses yeux, absolument. Et il a une façon, là, il y a des regards qui dérangent. Je suis très admiratif des portraitistes. Moi, je suis pas du tout un portraitiste. Mais là, il s'est passé encore là aussi quelque chose, c'est-à-dire la façon où l'animal nous regarde, nous observe et qu'est-ce qu'il peut penser. Évidemment, on le saura jamais. Et j'ai écrit un texte dessus parce qu'il m'a vraiment imprégné, qui m'a vraiment marqué, parce qu'en fait, je commence à écrire quel est cet être qui s'avance et me regarde dans les yeux. Donc, comme j'écris, les gens peuvent imaginer que c'est moi qui dis ça, mais en fait, c'est au fur et à mesure de la progression du récit, on se rend compte en fait que c'est le gorille qui se pose la question et dit mais c'est qui ces gens-là quoi, c'est qui ceux-là et où on se ressemble et on se parle pas, on se comprend pas et voilà donc c'est une photo qui me touche beaucoup parce qu'on se regarde dans un miroir. Et alors évidemment, il est très impressionnant, il est noir avec les yeux rouges, on dirait un diable, mais je peux vous assurer, enfin tous, que c'est un animal absolument pacifique. Et encore une fois, si vous pouvez aller voir les gorilles dans leur milieu naturel, c'est absolument extraordinaire. Alors, toujours la migration. Un autre point de vue, d'habitude on aime bien prendre les photos, et moi j'aime bien faire les photos un peu différentes que tout le monde ne fait pas, enfin j'espère que j'y arrive de temps en temps, et j'aime bien cette image parce que je la trouve déjà très tauromachique, hein, elle est prise de dos, alors c'est un travail particulier avec à la fois un espèce de filet, une vitesse lente et un
déplacement de l'appareil en biais pour donner pour le courant. Et en fait, c'est ce qu'on voit, c'est ça qu'on voit quand on voit là. Il y a une frénésie quand les gnous se jettent dans l'eau, ça vibre de partout. Il y a des éclaboussures, il y a des crocodiles. Enfin, c'est violent. Et donc, si on fige la vitesse, ce que fait la grande majorité, que je fais aussi d'ailleurs, hein, on fait ça dans 95 voire 98% des cas ou 99% des cas. Bah c'est pas vraiment ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est une espèce de frénésie, et j'ai essayé de le traduire par le moyen. Voilà, c'est un peu ce mélange de déplacement de l'appareil, de filer vers l'avant, le déplacement sur la gauche pour aller dans le sens du courant, et une vitesse lente pour que ça soit un peu flou, mais pas suffisamment pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Et donc voilà, j'espère avoir révélé la frénésie de ce que peut vivre un gnou au moment de la traversée périlleuse de la rivière Mara, évidemment ce que peut aussi observer l'observateur. Voilà. Alors cette image, elle a rien de particulier. Il s'agit d'un grand koudou mâle. On est où là? Je crois que c'est au Zimbabwe. Je suis à Manapols. Et je suis dans un affût en train de faire des photos de ce qui veut bien arriver. Et puis je vois ce grand mâle koudou qui arrive. Alors il y en a beaucoup des koudous, hein. Et puis il arrive juste en face de moi. Bon, je me mets en vertical. Voilà, je fais une série d'images. Et à un moment donné, il y a tous les pique-bœufs qui arrivent dessus et puis qui viennent faire une réunion sur le dos de l'animal. Je fais une espèce de rafale et puis voilà, je fais cette image, mais sans sentir que je tiens un truc particulier. Quand je repars, évidemment, j'ai un copain avec moi qui fait à peu près la même, qui est juste à côté. Et quand je repars, je suis à Johannesburg. Et je vois le copain Fred, là, qui regarde, et je vois son image. Et je me souviens qu'on était ensemble, et je dis, écoute, elle est pas mal, ça là. Bah oui, c'est génial, t'as vu ce qu'on a vu, okay. Et du coup, je communique sur cette image-là en me disant, bah là, je rentre du Zimbabwe, et puis la vie continue. Et tout de suite, cette photo, elle part dans les réseaux sociaux, elle a été volée. Il y a des gens qui ont effacé mon nom pour se l'approprier, ce qui n'est pas très grave en soi. Voilà, c'est une photo que j'avais pas vue, qui a plu énormément, mais je l'ai vraiment faite par hasard. Bon, il y a rien de particulier, quoi. Si ce n'est qu'à un moment donné, bah, c'est dizaines de pique-bœufs qui sont venus sur le corps et qui apportent une petite cerise sur cette image qui est un peu particulière, quoi. Et bon, elle a un succès que j'explique pas forcément, mais bon, voilà, tu me diras si elle te plaît et si tu y vois quelque chose de particulier. Okay. Alors encore une image que j'aime beaucoup. Alors, pour sa composition, alors c'est un coup de bol aussi, hein, je suis au Botswana sur la rivière Chobe, donc c'est la Mecque de l'éléphant. Si vous voulez voir des éléphants d'Afrique, il faut aller à Chobe. Et une espèce de Dumbo, là, c'est un jeune éléphant. Et en fait, donc je suis dans une petite barque, hein, avec un copain, on fait des images. Et à un moment donné, je lui demande, donc l'éléphant s'ébroue un petit peu, et je demande évidemment au gars de couper le moteur pour faire les images. Et puis le véhicule, enfin, pardon, la barre continue à glisser, et puis elle revient légèrement avec le courant. Quand elle revient au courant, je me déplace vers l'éléphant. Et à un moment donné, je me suis dit, bah merde, si ça continue comme ça, je vais me retrouver né avec l'éléphant, il va pas être très content. Alors, il a manifesté un petit peu bon, il jouait plus, hein, parce qu'ils sont quand même habitués. Et puis, à un moment donné, donc je me rappelle plus si je suis 400 ou 500, je crois que je dois être au 500 mm. Et donc, évidemment, au 500 mm, je commence à m'approcher dangereusement. Et je sais qu'à un moment donné, sans que j'ai besoin de lui dire, le botman va remettre le moteur et va partir. Et je me suis dit, j'ai juste un créneau pour faire les images, donc j'envoie des rafales, et j'ai cette image qui est, alors je sais pas si on peut voir la composition, donc il y a cette image où il y a une espèce de symétrie, oblique ici. On voit la souris. On la voit? La souris, non. Ah, pardon, ok. Bon, une espèce d'oblique avec ces deux demi-cercles, la tête carrée de l'éléphant, et la courbe de l'eau, et puis la petite défense qui va apporter la petite chose en plus, et puis la couleur ocre de l'éléphant qui rappelle la couleur ocre de la terre évidemment derrière. Donc c'est une image que j'aime beaucoup, et voilà, qui a eu ses heures de gloire à Montier-en-Der pour des expositions.
et que j'aime bien. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'attachement. J'aime beaucoup les éléphants. C'est vraiment un animal qui est pas toujours facile à photographier parce que c'est une grosse masse sombre. Souvent ici au Kenya, ils sont grises. C'est difficile, c'est des grosses masses, un peu carrées. Mais de temps en temps, quand on a des courbes comme ça, un mélange de courbes et de carrés, donc elle est très graphique et elle me plaît beaucoup. J'espère que Oui, non, mais c'est sûr que avoir les deux oreilles devant comme ça, c'est assez rare. En général, mais ils ouais, ont bah, des. tu vois, elle forme si tu veux, on peut la synthétiser par un carré, deux cercles, un petit bout de défense. Et à un moment donné, il y a des choses qui s'harmonisent parfaitement. Alors il y a le coup de chance aussi. Hein. Alors évidemment, il faut être là, il faut faire les images, mais il y a rien de particulier techniquement. C'est juste, en fait, c'est l'animal qui a composé l'image. Et de temps en temps, on a des bonnes surprises comme ça, voilà, qui nous échappent. C'est pas une image que j'avais imaginé faire, mais c'est voilà, elle s'est construite toute seule, voilà. Et le seul mérite du photographe, c'est juste d'avoir appuyé sur le bouton. Ouais, tu vois, on n'a pas fait des miracles. Okay. Alors celle-là, c'est une image qui me parle énormément. Là, ceux qui suivent mon travail, j'ai beaucoup d'émotions pour cette image-là parce qu'en fait, c'est deux jeunes lionceaux qui étaient trois à un moment donné. Il y en a un qui avait été tué par une hyène, vont mourir le lendemain. Ils vont être tués par un lion mâle rival. Et en fait, j'avais suivi pendant pratiquement 4 à 5 semaines ces deux bébés. Et il y avait une femelle qui s'appelait Rainbow, qui était isolée. Et donc, elle n'avait pas les sœurs ou les tantes pour les protéger. Et il y avait une bande de 6 mâles, il y avait un géniteur parmi eux, mais les autres ne savaient pas qui était le mâle. Et donc, on savait qu'ils allaient les tuer. Et à un moment donné, quand j'ai fait cette image-là, à un moment donné, ils se sont endormis apaisés. Et je me suis dit, bah, ils sont peut-être encore sauvés pour 24 heures de plus. Et le lendemain, on les a jamais revus, si ce n'est dans la gueule d'un lion. Il y en a un qui a disparu complètement, mais on imagine bien le sort qu'il a eu. Alors, ça fera partie aussi du livre où on raconte, bah, c'est bien, c'est mignon les lionceaux, mais c'est pas parce ils naissent forts comme un lion qu'ils sont sortis d'affaire. Il leur faut beaucoup de temps. Même des lions de 2 ans, 3 ans peuvent se faire tuer par des grands mâles. Plus voilà. Et ceux-là, ils ne le savent pas encore, vont mourir le lendemain. Donc je peux te dire que même si je suis habitué à voir des choses dures dans la savane, ça m'a tordu les boyaux et j'ai mal dormi pendant quelques temps parce que je pensais vraiment à eux, je m'étais attaché à eux. On devrait pas, mais bon, c'est comme ça. On devrait être un peu neutre, hein, mais évidemment, je ne le suis pas et je revendique de ne pas l'être. Voilà. Zimbabwe, Wangé, une image j'aime bien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléphants aussi là-bas et ils viennent boire dans des marais ou dans des points d'eau. Et donc évidemment c'est une image, hein, tu vois, c'est un reflet dans l'eau. Il y avait une lumière qui était un petit peu rosée. Et en plus, c'était particulier parce que ce jour-là, il y avait un gros incendie et on a été obligé de partir manu militari très rapidement du parc parce qu'on risquait d'être brûlé. Hein, il y avait un incendie violent. Et donc les éléphants, voilà, se baladent beaucoup autour de l'eau. Donc c'est une image que j'aime beaucoup aussi parce que elle est très graphique. Hein, on pourrait croire que c'est un dessin. Et donc en fait c'est le reflet inversé d'un éléphant qui se déplace face à un point d'eau tard le soir, au moment où la lumière est déjà couchée et le soleil commence à être voilà, et puis la lumière est encore un peu rose, rouge rose, et il y avait de la fumée, donc ça donnait cette lumière un peu particulière. Alors, Scarface, je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est le lion le plus célèbre aujourd'hui en Afrique. Il est toujours vivant. Je l'ai vu il y a 48 heures encore. Il a bientôt 13 ans, ou un peu plus de 13 ans, c'est pas exactement. Ça sera exactement là. Cette photo-là sera plus travaillée, et donc ça, c'est Scarface. C'est le lion le plus charismatique aujourd'hui. Afrique, certainement le lion le plus célèbre. Hein. Il y a des émissions, il a ses pages, il a ses aficionados, il a ses pages web. Donc c'est la photo qui est choisie pour le livre. Alors elle sera traitée en sépia, voire en palladium. On a encore des incertitudes exactement, mais elle sera en couverture du bouquin, qui sera un bouquin ambitieux puisque tu vois, il regroupera une trentaine d'années de mes meilleures images d'Afrique
Ouais. et de choses à dire. Et il s'appelle Scarface pourquoi? Parce qu'en fait, il a un œil blessé, qui est perdu aujourd'hui pratiquement. Et j'aime beaucoup cette photo parce qu'en fait, il a une espèce de coquetterie. On voit bien qu'il n'a pas son œil, qui est blessé, mais il a quand même une espèce de mèche qui tombe dessus. Et donc, si tu veux, ça lui donne un. C'est moins violent que quand tu vois son œil un peu, qui est pas crevé, mais qui est abîmé. Il a une grosse plaie au-dessus de l'œil. Personne n'a jamais su comment c'est arrivé. On a tout imaginé. Tu m'entends là parce que je me vois plus. Je t'entends très bien. Tu m'entends bien. Donc voilà. Donc ça sera la photo du livre. Je l'ai faite il y a à peu près 2 ans et demi. Et même si j'en ai fait d'autres de très très bonnes depuis, je conserve celle-là parce que évidemment il regarde droit dans l'optique du photographe. Et c'est un animal absolument majestueux qui a une vie trépidante. Hein. Il lui est tout arrivé à ce lion. Il fait partie d'une fratrie. Alors on n'est pas sûr que ce sont des frères, mais en tout cas comment dire, quatre, on les appelle quatre mousquetaires, hein, et il en reste encore trois vivants. Là, ils sont très vieux maintenant, ils commencent à être un peu fatigués, et donc probablement il va pas faire de vieux os, mais c'est le roi du Masai Mara aujourd'hui, et tous les gens qui viennent dans le Mara veulent voir Scarface. Donc c'est vraiment une légende, c'est une légende vivante, et c'est pareil, ça fait 7 ou 8 ans que je le côtoie, et c'est toujours un moment d'émotion quand je le retrouve parce qu'on le voit pas tous les jours, hein, c'est pas si simple. Et là aussi, le jour où il va disparaître, je pense qu'on entendra parler de lui dans les journaux parce que c'est comme une page un chapitre qui se ferme de l'Afrique et ça sera bien triste. Hein. D'accord. Alors j'ai des couleurs bizarres sur mon écran, là. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ce sont des grues royales, hein. C'est un oiseau sublime hein, qu'on peut voir parfois dans les dans les parcs en France, mais c'est tellement beaucoup plus somptueux dans la vie sauvage. Ils ont une particularité, ce sont des animaux les couples sont formés pour la vie. Donc ils manifestent souvent leur amour. Ils se font des bisous et ils dansent. Hein. Le mâle danse, fait des parades très démonstratives qui sont très belles à photographier. Et voilà, ce que j'aime beaucoup cette image, qui sont des fois faites par hasard. On est à côté, puis il se passe quelque chose. Et c'est vraiment un oiseau qui est absolument somptueux. Quand on voit le dessin, enfin le jaune un peu paille, les teintes, évidemment la coiffe, hein, qui est quand même très particulière. Voilà, c'est un sujet de prédilection. Évidemment, il aura une place prépondérante aussi dans mon livre. Alors ça, c'est une image qui date un peu maintenant. C'est un travail sur le jabiru. Hein. Le jabiru, c'est une très très grande cigogne africaine qui est magnifique, hein, avec le bec qui est aux couleurs de la Belgique, hein, le rouge, le noir et le jaune. Et c'est vraiment un prédateur incroyable qui est très efficace, qui attrape des grenouilles comme on voit ici. Des tortues, des serpents, des oiseaux. C'est un grand prédateur et qui est vraiment donc il fouille avec son bec démesuré les marais et il ingurgite une quantité incroyable d'animalcules, des insectes, des poissons. Et alors l'idée c'était de faire évidemment ce type d'image avec la proie entre les deux mandibules. Alors on le fait régulièrement parce que c'est pas très compliqué. Ce qui est plus difficile, c'est d'être suffisamment près. Hein, c'est une image qui n'est pas recadrée. Hein, c'est vraiment, c'est fait au 500. Donc, tu vois, je dois être à 5-6 mètres, tu vois, maximum de. Et évidemment, il faut avoir la chance au moment où il capture une proie d'être qu'il soit parallèle au plan de la lentille frontale hein, ou du capteur. Donc, pour avoir la totalité de la netteté. Alors, pour faire cette image, c'est à peu près 5 après-midi tu vois, c'est 3 heures à peu près une après-midi, où je ne fais que ça, et finalement, je garde les meilleures images. Donc, j'en ai toujours. Voilà, c'est un sujet que je fais régulièrement parce que même s'il a été fait et refait, ben, c'est toujours à faire. Donc, c'est une image qui a connu un très, très beau succès commercial, qui a bien fonctionné dans les grands magazines, et puis, voilà, qui fait partie aussi, qui a la part belle dans mes expositions et qui aura aussi sa place, évidemment, dans mon futur livre.
Voilà. Alors un classique, même si c'est jamais très classique, c'est l'amour maternel et puis la protection des mères, des mères lionnes qui doivent transporter de temps en temps leur lionceau. Pourquoi? Parce que quand elles restent trop longtemps à un endroit, les, la nichée est repérée par les hyènes ou par d'autres lions mâles et donc elle est obligée tout le temps de les déplacer. Et évidemment, déplacer des bébés lions qui veulent pas en entendre parler de 2 mois et demi, c'est toujours compliqué parce que quand elle en déplace un, les autres restent derrière, cherchent à suivre la mère et peuvent se perdre. C'est souvent d'ailleurs comme ça que les petits sont perdus et dévorés par les hyènes. Et ce qui est intéressant dans cette image, c'est évidemment que le petit qui est pas très content, il n'aime pas trop être transporté et qu'il a il a les yeux bien ouverts et d'être voilà, je suis juste à la bonne hauteur de la, comme si j'étais moi-même une lionne. Voilà, bon, c'est une image que j'aime beaucoup. C'est un classique du safari, mais on voit pas ça tout le temps quand même. Il y a beaucoup de lionceaux dans le Masai Mara. En ce moment, il y en a énormément, il y en a partout, mais on voit pas ça tout le temps. Il faut savoir que les lions sont des animaux nocturnes et que 70-80% de leur activité, ça se passe la nuit. Donc, pour faire ce type d'image de jour, il faut avoir une part de chance, évidemment, et bénéficier de la connaissance des guides qui nous emmènent, hein, parce que c'est pas moi qui conduis dans la grande majorité des cas. C'est quand même des guides qui sont formés, qui savent se placer précisément, parce qu'ils savent très bien que ce genre de scène, ça, c'est éphémère, et on a très peu de temps pour faire la mise au point et déclencher au moment précis, voilà, où l'image devient révèle, enfin, cet aspect très particulier de la relation entre la mère et le petit. Une petite question, là, on a l'impression que tu es au ras du sol. Alors, on Donc, a des véhicules. Alors, il y a deux choses. Hein. On a des véhicules sur lesquels j'ai démonté les portières, ce qui permet d'être plus bas et être à la même hauteur. Parce que quand on est à la même hauteur, ça sublime, ça donne de la profondeur à l'image. Mais sur cette image, en fait, je n'avais pas eu. J'utilise en fait les dépressions du terrain et j'utilise en fait des longues focales et je préfère me mettre un peu plus loin parce que plus on s'éloigne du sujet, plus l'angle de prise de vue va se rapprocher de l'horizontalité. Et quand on est proche de l'horizontalité, on a l'impression d'être à la même hauteur. Donc là, pour tout avouer, je n'avais pas encore le dispositif des portières démontées, où là, on est carrément à 25 cm au-dessus du sol, mais on arrive à voir exactement la même chose avec une focale plus longue et en s'éloignant. Quelque chose près, évidemment. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est une scène que je vois relativement. Alors, on pourrait peut-être voir ça ce soir. Bon, en ce moment, il y a un peu de pluie là, c'est dommage, mais ça arrive souvent. Sauf que là, c'est un peu de l'autre côté c'est de l'autre côté de mon camp. C'est à la sortie du camp et les girafes traversent régulièrement d'un côté et l'autre de la mara. Alors, comme elles sont très grandes, elles ne craignent rien des crocodiles. Et donc, on a par moment, alors c'est pas toujours quand on a une bonne brochette comme ça de girafes qui traversent la Mara. Elles ont des endroits très précis et on voit ça. Donc, il suffit, quand on commence à les voir arriver, il suffit d'être patient. On attend une demi-heure, des fois 1 heure, des fois 2 heures, et puis on finit par voir ce genre de scène. C'est quand même insolite. On voit pas ça dans beaucoup de parcs africains. Et le Masai Mara, quand même, est quand même assez génial pour ça parce que par exemple, ce type de crossing, tout peut arriver. On peut avoir des zèbres, des gnous, des buffles, tout un tas d'animaux, des lions. J'ai vu des lions traverser ici. Alors, j'ai pas pu te donner toutes les photos parce que j'ai très peu de photos ici. J'ai pas ma photothèque évidemment, donc j'ai des photos un peu plus anciennes. Mais voilà, donc le Masai Mara, c'est vraiment magique. Là, il y avait en l'occurrence très très peu d'eau, mais parfois il peut y avoir 2-3 mètres d'eau ou plus. Et évidemment, là, c'est beaucoup plus périlleux quand les animaux traversent. Voilà. Bon, encore remis cette photo, alors que c'est ma préférée de ma léoparde préférée. Et cette lumière était vraiment très étrange. Et je l'avais vue une demi-heure avant que le soleil se couche. Je me dis, mais la lumière est étrange, elle est un petit peu rosée, orangée. Et j'avais jamais vu une lumière comme ça. Donc le soleil vient juste de descendre sur l'horizon. Il y avait une espèce de plafond nuageux qui a fait une espèce de boîte à lumière. Et c'était absolument divin. Ça a duré moins de 5 à 10 minutes, hein, mais c'était extraordinaire. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on était très bien placé.
Je me rappelle que mon guide allait de l'autre côté. Je dis non, reviens par là. Et la chance, c'est que j'ai fait l'image avec le bokeh derrière, c'est-à-dire sur le fond de plaine, avec la queue qui était du bon côté, alors que d'autres safaris qui étaient de l'autre côté avaient en fait le fond de forêt d'où elle sortait et pas la queue. Donc, en fait, il y avait pas l'image, quoi. Alors que là, elle est vraiment, on a l'impression d'une sculpture parfaite. Alors encore une fois, le photographe ne fait rien d'autre que d'appuyer sur le bouton, hein. C'est la nature qui est extraordinaire. Dans la nature, il n'y a rien à acheter. Et on fait juste que de temps en temps de pâles copies en appuyant sur le bouton à peu près au bon moment, quoi. Je sais pas si tu entends les hippopotames là en ce moment derrière moi. Ok. Donc c'est une de mes photos préférées. Ouais, On a l'impression que tu l'as fait en studio, cette photo, c'est incroyable. La lumière, je t'assure que la lumière est exceptionnelle. Si tu ne crois pas, parce que les gens m'ont dit j'ai un peu poussé les trucs, je vais t'envoyer le RAW et tu vas comprendre que c'était même une des rares photos où j'ai basculé quand tu fais le post-traitement, les curseurs un peu de l'autre côté parce que sinon c'est même too much. La lumière était tellement exceptionnelle c'était too much, quoi. Donc du coup, je suis revenu un peu à la raison, mais elle a une posture exceptionnelle. Voilà, donc c'est un de mes béguins photographiques. Ok. Alors là, je suis au Botswana, je sais plus dans quelle réserve, ça doit être Moremi ou Savoti. Et alors, c'était très drôle parce qu'il y avait des guides locaux. Et ils passaient à côté de ça, mais pour eux, c'était tellement naturel que, voilà, il s'agit évidemment des guêpiers carmins. Et le sol en était jonché. Et alors j'ai fait cette image, toujours pareil avec une technique entre mi-flou et voilà, de façon à avoir des sujets fixes et des sujets flous. Donc il y a du rouge, il y a du bleu, il y avait le gris de la terre. Voilà, c'est une image que j'aime beaucoup, qui est très graphique et qui montre. Quand je te disais tout à l'heure que la beauté de la nature, elle est exceptionnelle, quoi. C'est fantastique. Et les guides là-bas ne le voyaient pas parce qu'ils voulaient absolument nous amener voir des lions ou des léopards. Mais j'ai dit, mais stop, mais ça, c'est fabuleux, quoi. Et pour eux, ils disaient, bah, tiens, des oiseaux. Ils étaient presque étonnés que je m'arrête sur ce sujet-là, alors que c'était absolument, c'est féerique, quoi. C'était une espèce de balai bleu et rouge qui s'envolait de tous les côtés. Et voilà, je me rappelle, j'ai fait 200-300 photos, j'en ai gardé une ou deux qui me semblaient homogènes et un peu équilibrées comme celle-là. Ok. Alors là encore un moment cruel de la nature. C'est une femelle léopard qui est toujours vivante, hein, que j'ai vue il y a 3 jours, je crois. Elle s'appelle Cabozo. Elle est à 7-8 km d'ici. Et elle venait. Alors c'était incroyable, c'était la stratégie, c'est-à-dire qu'elle était en train de pister une mère phacochère avec deux petits. Et elle a réussi, à un moment donné, on a failli abandonner parce que bon, jamais elle l'aura. Elle a réussi à faire un grand détour et puis elle a réussi à capturer un petit, mais vraiment contre toute attente. Et quand la mère, évidemment, était en furie, c'est-à-dire dès qu'elle capture le petit, la mère est tout de suite aux trousses pour essayer évidemment de sauver son petit. Donc en fait, la femelle est expérimentée, donc elle capture un jeune phacochère et immédiatement, elle court dans un arbre parce qu'elle peut elle peut se faire blesser gravement. Et ce qui est terrible dans cette image, alors j'ai toute une série évidemment, j'ai volontairement conservé celle-ci où j'avais volontairement mis des feuilles devant pour conserver juste l'œil un peu ahuri de la femelle, et puis l'œil du phacochère qui est encore vivant, parce qu'en fait, elle n'a pas eu le temps de le tuer. Elle l'a attrapé par derrière, il est en train de saigner, mais en fait, il est complètement conscient. Et donc, c'est une image qui est terrible, hein, mais la nature, c'est ça. La nature, c'est ça, c'est-à-dire que le léopard, il faut bien qu'il mange et qu'il nourrisse sa famille. Nous, on va au supermarché, mais le supermarché pour un léopard, c'est d'aller capturer une proie bien vivante. Et voilà. Donc, quand la mère, vu qu'elle a perdu le petit, évidemment, elle est partie avec son autre petit.
qui est un peu perdu d'ailleurs, ils se sont retrouvés après. Et puis voilà, telle est la loi dans la savane. On peut considérer que c'est une injustice, mais c'est comme ça. Les prédateurs consomment des proies, et c'est comme ça que la nature fonctionne, et on n'a pas à la juger. Voilà. Bon, ça c'est une photo évidemment qui est célèbre. Alors, j'ai voulu la remettre encore une fois parce que elle a une petite histoire. Hein. C'est en fait, les gens voient dans un premier temps un seul éléphant. Alors, je t'avais dit tout à l'heure, c'était compliqué de photographier un éléphant, mais cette image-là, alors si je pouvais te montrer avec la souris, elle est faite toute de courbes. Hein. Tu vois les courbes les courbes du dos, les courbes de la queue, les courbes de la trompe, les courbes des défenses. Et puis à un moment donné, il y a deux jambes bien droites, voilà, qui viennent contrecarrer ça, puis un petit peu en oblique, et puis dans la poussière. Donc c'est un combat d'éléphants qui se battait pour une femelle qui était en chaleur. Et alors c'est très drôle parce qu'on dit toujours que la lumière c'est important. Cette photo, elle a été faite à midi moins 10, et strictement jamais personne ne m'a parlé de la lumière sur cette image. Et elle a été faite le premier jour quand j'ai monté ma société. Les premiers clients officiels, parce qu'on avait monté la boîte 2 ans avant, on faisait des choses, voilà, on accompagnait des copains, tout ça, on n'avait pas monté. Mais le jour où on l'a monté officiellement, on est parti en Bossélie avec mon ami Simon. Et c'est le premier jour où on fait cette photo-là. On était tellement excités qu'on a fait les safaris jusqu'à midi. Et voilà, et j'ai fait cette photo-là qui est certainement peut-être la plus célèbre de ma production, qui est arrivé deuxième en concours à Montier d'ailleurs, et qui a été beaucoup vu évidemment, qui plaît énormément. Pareil, il a été volé on peut la retrouver partout sur le net, hein, il suffit de regarder une image pour voir, elle est dans le monde entier. Et donc elle fait partie de mon histoire de photographe. Voilà, c'était les débuts de Melting Pot. Je me demande si j'ai fait mieux depuis, alors qu'elle aura bientôt 15 ans. Et voilà, puis à un moment donné, il y a des moments magiques comme ça où tout s'harmonise. Et encore une fois, c'est pas le photographe qui a fait la photo. Le photographe, il est juste un témoin et on appuie juste sur un bouton. Et c'est la nature qui harmonise les choses. Et voilà comment les plus belles, les plus grandes images, moi je la trouve belle, j'espère que vous aussi, se créer. C'est la nature qui fait les images, c'est pas le photographe. Elle avait été faite en argentique peut-être à l'époque alors. Non, celle-là était déjà en numérique. Hein. C'était les prémices. Hein. Il y a 15 ans, j'étais déjà en numérique. Il faudrait que je te retrouve si tu veux, je t'enverrai le RAW, tu regarderas. Alors, je sais pas si je l'ai ici, je crois pas, mais je t'enverrai le RAW, je te donnerai les exits. Mais c'est une photo qui a été faite en numérique. D'accord. L'époque, elle était bien piquée, je trouve. Pardon? Pour l'époque, elle est bon piquée. Ouais. Bon, il y avait des belles choses, quoi. Bon, ça, c'est une photo qui a été faite en Zambie. Un peu particulière, c'est pareil, c'est un peu un coup de chance. C'est-à-dire, en Zambie, on a le droit de faire des safaris de nuit. Donc, comment ça se passe? On fait un safari dans la journée. Il y a un sundowner, c'est-à-dire on boit un coup, un espèce d'apéro le soir, la tombée de la nuit, on regarde le coucher de soleil. Et après, on rentre au camp ou au lodge, et on a à peu près 1 heure, et les guides là-bas avec des lampes éclairent. Et évidemment, il faut savoir que l'activité des animaux, c'est surtout la nuit. Hein. C'est 80% de l'activité. Dans la journée, on voit un peu le matin, un peu le soir. Mais dans la journée, les animaux, quand il fait chaud, surtout en Zambie. Voilà. Et cette image-là, elle est assez extraordinaire parce que c'est le prédateur, voilà, qui surgit de la nuit, qui est en maraude, hein, qui est en chasse. Et en fait, elle est éclairée, a été d'abord éclairée par le véhicule dans lequel j'étais, et par un autre véhicule qui était à côté. Et j'avais vu très vite qu'il y avait trop de lumière, que ça n'allait pas, donc j'ai demandé à mon guide de couper la loupiote. Et donc en fait, ce léopard est éclairé sur le côté. Et je ne sais pas si tu vois en bas à droite de l'image, on voit en fait la continuité, enfin un petit peu de lumière. Donc j'avais un petit peu sous-exposé, et j'avais sous-exposé un peu au pifomètre. Je me rappelle, j'avais fait quasiment deux diaphes de correction, mais un peu au pif parce que ça va très très vite, hein, ça dure pas très longtemps. Et puis voilà, j'ai cette image où on voit ce superbe. Alors j'ai jamais su si c'était un mâle ou une femelle qui sort de la nuit et qui part en maraude. Et voilà, c'est une image qui avait
qui a fait une affiche de 4 mètres de haut dans un festival qu'on appelle le Festival des Trois Pays en Alsace. Et c'est bon, quand tu fous une de tes images 4 mètres de haut, c'est quand même impressionnant. C'est presque autant aussi impressionnant que quand tu vis le moment quand tu es dans un véhicule de safari. Voilà. Alors, je te parlais de Scarface et de ses frères. Scarface au premier plan, tu vois, avec sa blessure à l'œil. Et puis, alors les deux autres, alors je vais dire des bêtises. Ils s'appellent Morani Hunter et Sikio. Il y en a que 3 dans l'image, donc je serais bien incapable de te dire les deux autres. Il faudrait que je compare avec d'autres photos. Et donc, c'était voilà l'apogée, c'est-à-dire ces 3 frères très puissants. Là, la photo, elle a à peu près 6, 7, 8 ans. Donc, ils ont 4 ans, 4 ans et demi à peu près, donc ils sont puissants, ils viennent d'évincer les vieux mâles, et puis ils se sont appropriés un territoire, le territoire de la Marsh Pride, qui est célèbre. Aujourd'hui, ils ont migré, ils sont 30 km plus loin, et ils sont maintenant très vieillissants, et c'était des bêtes absolument extraordinaires, et ce jour-là, il pleuvait des cornes, et voilà, j'ai saisi ça, là encore une fois, tu vois, par le truchement de l'éloignement et de la longue focale, on a le sentiment que je suis quasiment au niveau du sol, et c'est ce qui apporte quelque chose à cette image, tu vois qu'il y a une lecture en oblique, et puis tu as 3 très très beaux mâles avec des très très belles crinières, dont ce fameux Scarface, qui était au début, c'était le début de sa légende, on n'en avait pas encore, bon, moi au départ je le photographiais pas parce que je le trouvais moche parce qu'il avait l'œil abîmé, avant de comprendre qu'en fait il était devenu charismatique et qu'en fait il allait devenir une légende de son vivant. Voilà. On risque d'être coupé encore un peu parce que les gens m'appellent. Dernière photo. C'est bon, on continue. Non, c'était la dernière, celle-là. C'était la dernière, ok. Bon. Je me remets. Ah, attends. Ok. Bon, veuillez, je l'excuse pour les internautes, je suis désolé pour les conditions de connexion, mais voilà, j'espère que vous avez vu mieux que moi j'ai pu voir, parce que moi je n'étais pas vu dans la bonne définition, mais bon, j'espère que toi, de ton côté, ça doit passer. Pas un souci. De toute façon, je t'enverrai une copie si tu peux la regarder, on verra. On a pu accéder à la caméra, si tu peux la réactiver. La quoi, d'accord, là, comment je fais, c'est là, ok. Voilà, impeccable. Voilà. Bah écoute, très bien, je te remercie beaucoup pour ce partage. Bah écoute, merci à toi. Tiens, tu vois, je vais même te montrer un truc qui est là. Une caméra que j'ai achetée chez Jamal Electronics et qui me permet de faire notamment les animaux nocturnes. Alors, je te les ai pas mis là parce que j'ai pas tout ici, j'ai pas eu le temps de tout traiter. Mais tu vois, je suis à la recherche de l'Oryctérope et des ratels, de toutes ces espèces-là. Il y en aura quelques-uns dans le bouquin que je fais avec voilà. Donc tu vois, il n'y a pas que la photo qu'on fait en appui, il y a des photos que tu prends grâce à la technologie. Et ça, c'est quand même génial parce que tu as une surprise le matin, tu sais qu'il y a des images, donc il faut que je revienne ici pour regarder. La plupart du temps, c'est des phacochères, tu vois, qui rentrent dans les terriers, mais de temps en temps, on a des belles surprises. Bon, bah, écoute, j'espère qu'un jour, je t'en parle depuis tellement longtemps, mais oui, bah écoute, t'es le bienvenu hein, pour tester tout ton matériel. Tu as beaucoup de choses, on peut faire plein de choses. Hein. Notamment, je me rappelle de ta petite, ton petit véhicule, pas blindé, mais parce que voilà, je pense qu'on peut faire des choses sympas avec ça. Donc, si un jour le cœur te dit, tu sais comment me joindre. Merci, Tony, merci. Je T'en viendrai. prie. Maintenant, j'ai une entreprise qui n'est pas Bon, je facile. vous souhaite un bon montier virtuel. Et puis, bon, je regrette de ne pas être avec vous, mais on est un peu ensemble aujourd'hui. Puis voilà, encore une fois, j'aurais pas manqué un épisode de Montier, un peu grâce à toi aujourd'hui. Particulier. Merci, Tony. À bientôt. Ciao, à très bientôt. Salut. Bye bye. Bise africaine. Merci.